Bonsoir et bienvenue pour ce 3e épisode des Mystères de l'Univers. Très brièvement, avant de commencer le sujet, vous pouvez voir désormais apparaître l'abréviation LMDL dans le titre de la vidéo et dans les anciens épisodes également, qui signifie les Mystères de l'Univers, ainsi que le numéro de l'épisode. Dans ce 3e épisode, nous allons plonger dans une étrange histoire, ayant pour thème la vie après la mort. Une guerre approche et deux amis vont faire un pacte. Ils se promettent, si l'un décède sur le champ de bataille, de venir voir l'autre pour lui parler de l'au-delà. Nous sommes en l'an 1645, en plein mois d'avril. Il est tard dans la nuit et pourtant tout le monde ne dort pas. Deux personnages, qui sont âgés de 25 à 30 ans, discutent dans un magnifique appartement rue Saint-Antoine à Paris. L'une de ces personnes se nomme Louis de Pratte. Il est le marquis de Précy et c'est à lui qu'appartient l'appartement. Quant à l'autre personne, il s'agit du fils de la marquise de Rambouillet, le frère de la belle Julie d'Angennes, Charles Pompée d'Angennes, dit le marquis de Pisani. Nous sommes à une époque où l'électricité ne fait pas partie du quotidien, comme aujourd'hui. Les activités du soir sont soit celles du sommeil, de l'imagination, des histoires contées, mais aussi des discussions insolites tardives, éclairées à la bougie ou par le feu de la cheminée. D'ailleurs, nos deux marquis, qui sont liés par une profonde amitié, échangent sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Ils vont tous deux devoir partir pour la guerre qui se prépare, que l'histoire connaîtra sous le nom de la guerre de 30 ans, guerre qui déchire l'Europe, dans laquelle pas moins de 22 protagonistes différents participeront, comme par exemple Royaume de France, Royaume de Suède, Duché de Lorraine, Royaume du Portugal, Principauté de Transylvanie, etc. Cette perspective de la guerre amène le risque de passer de vie à trépas, et elle donne lieu entre les deux marquis à une intense réflexion sur la survivance de l'âme après la fin de la vie terrestre. Le marquis de Précy demande « Penses-tu que l'âme reste attachée à l'endroit où le corps est enterré ? Cela m'ennuierait de hanter un champ de bataille pour l'éternité. » « Pour ma part, je ne crois pas aux revenants, » répond le marquis de Pisani. « Il me semble plutôt que l'âme entre dans un autre monde, totalement différent du nôtre, et oublie tout de notre existence. » Le marquis de Précy est songeur quant à la réponse qu'il vient d'entendre. Puis il dit « Je pense au contraire que les morts nous entourent, qu'ils sont là, tout près, mais que nous ne savons ni leur parler, ni les entendre. » Nouveau silence. Après tout, toutes les pensées émises par nos deux compagnons sont de l'ordre de la théorie, du possible. Après une intense réflexion intérieure, voilà que fusent de nouvelles questions. Mais y a-t-il un enfer, un paradis et un purgatoire ? Demande Précy. Sommes-nous récompensés pour nos mérites, punis pour nos fautes ? Bref, en somme, la qualité de notre vie terrestre conditionne-t-elle notre vie dans l'autre monde ? Comment répondre à cela ? Répond Pisani. Il faudrait pouvoir communiquer avec les morts, répond l'autre marquis. De nos jours, à une réponse que personne ne semble avoir, nous avons une expression qui dit « Le jour où tu trouves la réponse, tu m'appelles ». Et c'est exactement ce qu'il va se passer pour nos deux amis. Suite à leur conversation sur le sujet, le marquis de Pisani va avoir une idée. « Écoute, nous allons tous les deux partir pour la guerre quoi qu'il arrive. Peut-être ils sauront nous tuer. Je te propose ceci. Si cela devait arriver, le premier de nous deux qui mourra viendra donner à l'autre, par n'importe quel moyen, des renseignements sur l'au-delà. » Une réponse à nos questions de ce soir, en somme, demande Précy. Exactement, dit Pisani.
Eh bien, c'est d'accord. L'engagement est scellé par une poignée de main, et les deux amis finiront la nuit en discutant d'autres sujets. 2 mois plus tard, nous sommes vers la fin du mois de juin, et c'est maintenant l'heure du départ pour nos deux marquis. C'est l'heure de la guerre, et ils doivent rejoindre les régiments du prince de Condé dans les Flandres. Hélas, si le marquis de Pisani est en bonne santé, ce n'est pas le cas du marquis de Précy, qui est cloué au lit par une fièvre carabinée, et il n'est pas en mesure de faire le voyage pour l'instant. Mais est-ce un bien ou est-ce un mal ? Souhaitant bon rétablissement à son camarade, le marquis de Pisani n'a pas d'autre choix que de partir seul. 1 mois plus tard, nous sommes alors le 4 août, c'est le petit matin, aux alentours de 6 heures, et Précy est toujours mal en point à cause de la fièvre. Il dort, tourné vers la ruelle. Il se réveille en sursaut, car quelqu'un vient de tirer les rideaux de son lit. Il se retourne, en pensant qu'il n'avait pas entendu entrer un des valets qui venait certainement lui apporter une tasse de lait et un biscuit. Mais ce n'est pas un valet. C'est en fait le marquis de Pisani qui est à son chevet, superbe, très bien habillé, en buffle et en bottes. Précy est fou de joie de retrouver son ami. Il se lève du lit et veut le prendre dans ses bras. Mais Pisani recule de quelques pas et lui dit « Non, tu ne peux pas. »« Mais pourquoi ?»« Parce que je suis mort. Je viens simplement te voir comme nous nous le sommes promis, il y a 3 mois de cela. Souviens-toi de notre pacte. J'ai été tué hier à Nordlingen, en Bavière. Les troupes de Gramont venaient de s'engager dans la bataille contre celle de l'officier Mercy, le général du Saint-Empire. Tout de suite, la mêlée a été épouvantable. Et je suis tombé à 6 heures, devant le village d'Allerheim. « Tu es stupide !» dit Précy en riant, pensant que son ami lui fait une mauvaise blague. N'écoutant pas les paroles de son ami, Précy va se précipiter sur lui pour le prendre dans ses bras, bien trop content de le retrouver en vie. Mais voilà que ses bras se referment sur le vide. L'être qui se tient devant lui n'a aucune consistance. Précy en est stupéfait. Il ne rit plus et ne bouge plus. Le fantôme de Pisani reprend. « Tu vois bien. Tiens, regarde l'endroit où j'ai été frappé. » Et il lui montre, à la hauteur des reins, une déchirure dans son habit qui est pleine de sang séché. « Je suis bien mort, mon ami. Mais je viens te dire, en réponse à nos questions, que tout est vrai. L'au-delà est peuplé d'âmes. Certaines sont près de nous, mais il y a des choses que je ne peux t'expliquer. Sache toutefois que tu dois songer à vivre d'une manière moins frivole. Dépêche-toi, mon ami, tu n'as pas de temps à perdre, car tu seras tué dans la première bataille à laquelle tu participeras. » Et voilà que, soudainement, le marquis de Pisani disparaît. Le marquis de Précy, bouleversé par l'extraordinaire événement qui vient de se produire, a besoin de quelques secondes pour reprendre ses esprits. Puis il se met à appeler de toutes ses forces son valet de chambre, et ses cris réveillent alors toute la maison. Tout le monde accourt en 4e vitesse, et Précy raconte la scène qu'il vient de vivre. « Le marquis de Pisani était là, dit-il, en uniforme, avec ses bottes, et il m'a montré la trace du coup qu'il a tué. Il est mort hier, en Bavière, au cours d'une terrible bataille. »« En Bavière ?» demande quelqu'un. « Voilà qui est étonnant. N'était-il pas parti pour les Flandres ? » ?»« Allons, allons, mon cher, recouchez-vous, la fièvre vous fait voir des choses qui n'existent pas. » Précy insiste, donne des tas de détails sur la fabuleuse rencontre, mais personne ne veut le croire. Les semaines vont passer.
Rien de nouveau, la routine du quotidien. Mais voilà qu'un matin, des nouvelles arrivent du front. On apprend que, contrairement au plan initial, Turenne s'étant retrouvé en difficulté devant les impériaux, Condé a été chargé de lui porter secours. Que les régiments qui se trouvaient dans les Flandres sont allés se battre en Bavière, et malheureusement, au cours d'une terrible bataille à Nordlingen, le marquis de Pisani a été tué le 3 août, à 6 heures du soir, d'un coup de mousquet dans les reins, devant le village d'Allerheim. Toutes les personnes présentes, résidant avec le marquis de Précy, furent stupéfaites. Comment le marquis de Précy sut pour le marquis de Pisani, alors que la fièvre l'avait cloué au lit pendant tout ce temps? Chassant le naturel, il revient au galop, comme le dit l'expression. Beaucoup de personnages ont voulu donner une explication rassurante à cette situation extraordinaire. Des personnes vont s'arroger une autorité qu'ils n'ont pas et vont prétendre que le marquis de Précy a simplement eu cette vision sous l'effet de la fièvre ou en pensant à son amitié avec le marquis de Pisani. Pourtant, ces êtres oublient-ils les détails qu'a donnés le marquis de Précy des semaines auparavant, alors qu'ils ne pouvaient pas les connaître? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Précy, convaincu qu'il n'a ni déliré, ni rêvé les événements qui se sont déroulés, va alors, pour être sûr de ne pas être tué dans la bataille, comme son défunt ami le lui a prédit, va décider, prudemment, une fois qu'il fut guéri, de ne pas rejoindre l'armée de Condé. Et pendant des années, on va le voir fuir comme la peste tout ce qui a un rapport avec l'état militaire. Puis la Fronde, dite guerre des Lorrains, éclata. Précy considère que cet événement interne dans le royaume de France n'est pas une vraie guerre, plus un soulèvement, et qu'il n'y a donc rien à craindre pour lui. Il acceptera à cet effet de commander les gendarmes de Mazarin. Nous sommes le 2 juillet 1652, au matin. Le marquis de Précy est dans le faubourg Saint-Antoine, luttant contre les régiments de Condé. Et une salve de fusils va s'abattre sur eux. Le soir, on retrouvera le marquis de Précy, mort, gisant au milieu des autres cadavres. C'était la première bataille à laquelle le jeune marquis participait. Maintenant, au-delà de l'histoire, les faits. Premièrement, question essentielle, d'où nous vient cette histoire du fantôme du marquis de Pisani? Cette histoire nous provient des mémoires du comte César de Rochefort, publié en 1688. César de Rochefort est une source sérieuse, car il a personnellement connu le marquis de Précy, et pour tout dire, il habitait chez le marquis de Précy, rue Saint-Antoine. C'est pour cela qu'il fut présent le jour où Précy a eu la vision de Pisani. Il a entendu les cris et s'est précipité pour savoir de quoi il en retournait. Il a donc assisté au récit de la bouche de Précy même, et ce n'est donc pas un événement qu'on lui aurait rapporté. C'est le même jour que Rochefort va décider de noter toute cette histoire dans son journal. Et il va finalement la raconter autour de lui, pour mettre les personnes intéressées au courant de l'existence d'un tel phénomène. L'histoire va finalement circuler dans l'ensemble de Paris, dans les salons où on est intéressé sur le sujet de l'au-delà, et César de Rochefort reçut plus d'une centaine de lettres et de nombreuses visites de personnes qui voulaient en savoir davantage sur les événements qui étaient arrivés au marquis de Précy et au marquis de Pisani. Toutes ces personnes vont donc savoir que le marquis de Pisani est mort, et cela bien avant que les troupes au front annoncent la mort de l'individu en question. Et quand la nouvelle fut connue, les personnes savaient que l'histoire était donc vraie, les détails donnés par Précy également. Si on part du postulat
que les événements sont réels. Il faut donc comprendre que le marquis de Pisani s'est manifesté après avoir été tué sur le champ de bataille. Et donc, ce qu'il dit au marquis de Précy que la vie continue après la mort, et que ce n'est donc pas la fin de l'existence. Répondons simplement que, de tout temps, l'être humain a cherché à comprendre ce qu'il y a de l'autre côté, une fois que la mort physique survient. Cette recherche n'a pas attiré que des fous, contrairement à ce que l'on pourrait en penser, loin de là. Pour citer quelques exemples de personnes qui ont tenté d'y apporter une réponse, il y a Arthur Conan Doyle, le médecin et écrivain des aventures de Sherlock Holmes, Maurice Maeterlinck, le 3 fois prix Nobel, ou encore l'astronome Camille Flammarion, oui, des éditions Flammarion du même nom. Camille Flammarion a d'ailleurs écrit 3 livres sur le sujet très intéressants, intitulés La mort et son mystère, qui se décomposent en 3 volumes. Le premier s'appelle Avant la mort, paru en 1920, le deuxième Autour de la mort en 1921, et le 3e tome Après la mort en 1922. On pourrait citer d'autres personnes qui s'y sont également intéressées, plus proches de notre époque, des écrivains, philosophes et historiens comme Gabriel Marcel, Robert Aron, Jean-Claude Renard, Jean Prieur, André Dumas, Paul Misraki, qui eux aussi ont rapporté quantité de cas troublants et inexplicables. Mais alors, que sont ces êtres, ces entités, ces fantômes, comme on dit de nos jours? Est-ce bien la personne morte que l'on peut contacter? S'agit-il bien d'elle? Première observation très simple, ce sont des entités désincarnées n'ayant plus de corps physique. Rappelons qu'à une époque, on faisait couvrir tous les miroirs, car on pensait que l'âme de la personne pouvait rester prisonnier du miroir au moment du décès. En vérité, le miroir, c'est le reflet de la vie terrestre qu'il faut quitter dans ce genre de moment. Et que pour la transition se passe bien, il ne faut pas générer de nostalgie ou de tristesse à un moment qui est déjà difficile en soi. Plusieurs cas peuvent ici se proposer. Premièrement, lorsque nous mourons, le cerveau continue de fonctionner encore pour quelques instants. La personne est encore présente dans les environs, si on peut dire ainsi. Elle est sortie de son corps physique, mais n'a pas quitté notre plan de réalité, car reliée par un cordon d'argent à son corps physique. Elle va d'abord devoir rester pour un temps plus ou moins court dans notre monde, pour ensuite traverser toute une succession de plans dans des sphères plus subtiles, jusqu'où sa conscience lui permettra d'aller. Et la séparation des différents corps, émotionnels, astral, etc., se fera en montée d'intensité à travers les plans. En de rares cas, dès que le défunt meurt, il est possible de l'apercevoir pour un court laps de temps. Certaines personnes n'ont pas conscience d'être décédées et restent un peu plus longtemps dans notre monde avant de définitivement quitter ce plan d'existence. Mais je tiens ici à mettre en garde. Les contacts que nous avons avec les « morts », entre guillemets, sont à 99% du temps une écorce, une image, comme un reflet dans l'eau, une photo, une image de la personne de son vivant. Et cette image va et doit naturellement se désagréger. Cette image n'est qu'un fragment passé de la personne. C'est comme prendre l'ombre de la personne pour la personne en question. Donc, l'erreur qui est faite de nos jours est de croire que cette image est la personne. Car cette image de la personne, dans des cas dangereux, souhaitera avoir sa vie propre. La personne décédée, elle, sera sur d'autres plans et commencera une nouvelle vie. Les vivants avec les vivants, et les morts avec les morts. En ce sens, je ne peux que mettre en garde les personnes qui souhaiteraient contacter des défunts, par différents moyens que nous connaissons tous, qui ne seront que des écorces vides dans le meilleur des cas, et qui peuvent aller jusqu'à des entités involutives et dangereuses dans le pire des cas. Demandez-vous plutôt quel est votre rapport avec la mort.
et quel est votre degré de connaissance et de compréhension du monde des vivants avant de vouloir comprendre et contacter celui des morts. Et surtout, pourquoi voulez-vous tenter une telle chose ? Pour les individus un peu plus versés dans le sujet de l'après-vie, de l'occultisme, concernant ce que nous croyons être les défunts, disons simplement que c'est le diaphane qui capte la lumière astrale, canal d'information qui émet toutes sortes d'images, parfois vraies ou fausses, mais images tout de même. On peut demander également est-ce que d'autres personnes ont déjà compilé des messages et histoires comme celle du marquis de Pisani. Absolument. Jean Rostand et Teilhard de Chardin ont publié en 5 volumes, par exemple, les données scientifiques données dans l'histoire de Madame Marcelle de Jouvenel. Son fils Roland de Jouvenel, décédé en mai 1946, va dicter, selon les dires de Madame de Jouvenel, des textes admirables sur le sens de la vie, sur la mort, sur l'avenir de la science, sur la microphysique, sur l'antimatière, les antimondes, etc. Madame de Jouvenel n'avait aucune connaissance sur ces sujets-là, il est donc compliqué qu'elle en soit l'auteur, car elle n'était pas une scientifique, et on peut même dire qu'elle était hostile à tout ce qui touchait au mystère, mais aussi aux pratiques religieuses. Ce n'est donc pas quelqu'un qui cherchait à prouver quoi que ce soit. Mais ne peut-on pas penser que ces sujets ne sont finalement qu'une mystification, c'est-à-dire que tout est inventé et que rien ne soit vrai ? Il existe, il est vrai, des charlatans qui trompent les autres. Mais nous ne parlons pas ici de ces personnes-là, mais bien des cas inexplicables que des occultistes, philosophes, également au risque de surprendre, des gendarmes se sont penchés sur le sujet. Car ils sont les premiers appelés sur les lieux quand les personnes déclarent avoir une manifestation d'esprit, qu'il existe des procès-verbaux et que leurs rapports sont capitaux dans l'observation du phénomène. J'ai d'ailleurs un excellent livre d'un gendarme dans ma bibliothèque personnelle que je ne peux que vous recommander sur le sujet, celui du gendarme Émile Tisanet, l'hôte inconnu dans le crime sans cause, qui traite du nombre incroyable de cas relatifs aux esprits et autres poltergeists dans les rapports de gendarmerie. Alors il décrit tous les cas possibles, en passant de la mystification la plus totale, en passant par les cas véritables, ne contenant aucune supercherie. J'avais acheté ce livre dans une bibliothèque ésotérique à Nice, librairie Osiris, pour ne pas la nommer, dont je salue les propriétaires au passage que je connais très bien, et donc je l'avais acheté il y a 15 ans de ça environ, pour une bouchée de pain au prix de 2 €. En occasion, les tailles du livre étaient complètement neufs, l'édition de 1979 d'ailleurs, c'est mon exemplaire que vous voyez en photo. Voilà pour la petite anecdote. Alors en conclusion, le marquis de Pisani est-il vraiment apparu à son ami, le marquis de Précy ? Est-ce un délire causé par la fièvre ? Chacun se fera son opinion. Mais un fait troublant reste. Comment le marquis de Précy a-t-il su que son ami était mort le jour même, en connaissant l'endroit exact de sa fatale blessure, alors que la nouvelle de la mort du marquis de Pisani ne sera connue que quelques semaines plus tard ? Là est tout le mystère de notre histoire.